Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que pour cette deuxième conférence, vous êtes encore venus nombreux, de coup. Qui parmi vous était venu à la première conférence qu'on avait fait fin septembre dans l'auditorium? Ah bah si vous revenez, c'est que la première n'était pas totalement inintéressante. Bon, c'est une bonne nouvelle, a priori. On est là, du coup, ce matin, ce midi, pour vous parler d'un sujet qui est important, d'un sujet qui est toujours, bien évidemment, au centre, finalement, de nos réflexions, de vos réflexions et de votre programme d'acculturation digitale We Digital. Je laisserai Fanny, après, vous faire un petit état des lieux, justement, sur un petit peu où est-ce que l'on en est, à date, sur le programme. Probablement que beaucoup d'entre vous ont déjà passé leur Digital Assessment. Qui l'a passé dans la salle? Ah, vous me faites très plaisir, là, vous me faites très, très plaisir. Donc, on va parler aujourd'hui du thème organisation, métier et méthode de travail liées au digital. Parce qu'effectivement, vous le savez, aujourd'hui, le digital, ce ne sont pas que des usages, ce ne sont pas que des clients, ce ne sont pas que des technologies, que des sites, des applications, tout cet ensemble de choses. C'est également vos métiers à vous, les processus internes à Generali, les méthodes de travail internes à Generali qui évoluent et qui changent. On aura la chance du coup d'avoir deux intervenants qui viendront un petit peu nous partager leur retour d'expérience. François Fécamp, qui travaille chez vous à la transformation digitale et qui est manager et qui viendra vous parler de design thinking, et Isabelle Cambrelan qui travaille au sein du groupe La Poste et qui viendra également vous partager un petit peu comment dans une aussi grande maison que le groupe La Poste, comment justement les processus et les méthodes de travail changent et évoluent. Alors, très rapidement, pour me présenter, effectivement, que je ne l'ai pas fait, je m'appelle donc Cédric, je suis fondateur du cabinet conseil The Persuaders et on vous accompagne, vous, Generali France, sur tout le programme We Digital d'acculturation digitale. Bonjour à tous. Donc pour vous faire un petit état des lieux du programme We Digital. Donc pour rappel, on a lancé le programme en avril en lançant une Digitech, un centre de ressources pédagogiques sur lequel vous pouvez trouver des supports sur différents sujets liés au digital et aux nouveaux usages. En juin, on a lancé le Digital Assessment. On a envoyé à tous les collaborateurs une demande justement pour que vous effectuez votre Digital Assessment. Et aujourd'hui, on a 60% de l'entreprise qui a effectué son Digital Assessment. Donc 60% des 7200 collaborateurs. Donc bravo, bravo à tous et merci de l'avoir fait, parce que c'est grâce à vous qu'on est à ce chiffre-là. En termes de score obtenu, on voit que le niveau de Generali est quand même plutôt bon. On a quand même une majorité de connaisseurs et d'expérimentés. On a une partie finalement aussi néophyte, bien sûr qu'on pourra plus accompagner si nécessaire. Au niveau des scores moyens sur les chapitres de la Digitech, on voit qu'il y a plus de lecture sur les enjeux du digital, l'e-réputation et tout ce qui concerne les données liées au big data et open data. On a lancé le module 1 le 10 octobre. Donc, qui parmi vous a découvert le Serpentin, justement, avec des modules de formation? Ah, déjà. Vous êtes effectivement, vous faites partie de ces 900 collaborateurs, donc près de 15% finalement déjà des collaborateurs qui ont passé leur premier module de formation. Ouais. Donc bravo. Et donc il y a 900 collaborateurs effectivement qui ont commencé leur module. Début décembre, on va lancer le deuxième module. Après vous pourrez les faire vraiment dans le sens que vous voulez. On va lancer finalement tous les modules à 1 mois et demi, 2 mois d'intervalle à chaque fois. Il y en aura 6. Et le deuxième est prévu pour début décembre. Autour de ce sujet, acteurs, écosystèmes et métiers, qui est l'objet de notre conférence aujourd'hui. Maintenant qu'effectivement une majorité d'entre vous s'est connectée, ce que je vous propose effectivement, c'est d'avoir une petite section interactive ensemble et que on va normalement pouvoir commencer à voir les questions du coup. Alors, vous allez avoir une première question justement. Que signifie l'expression entreprise libérée que l'on voit justement parfois apparaître pour définir finalement l'organisation que certaines startups finalement ont? On parle d'entreprise libérée. Et donc vous avez 4 propositions de réponse. Et donc je vous laisse 30 secondes pour répondre. Donc effectivement, on voit que vous partagez entre les 3 premières réponses que signifie l'expression entreprise libérée. Vous êtes 40% effectivement à avoir dit plus d'autonomie laissée aux collaborateurs dans leur organisation de travail, 33% à la possibilité de pouvoir travailler à distance, le télétravail quand on souhaite, et 26% à avoir des sessions d'échange plus libres entre la direction et le personnel. Alors effectivement, même si ce sont bien évidemment des choses, et je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai du télétravail que l'on retrouve, la définition finalement d'entreprise libérée, c'était les 40% d'entre vous qui avaient qui avait raison, effectivement. C'est plus d'autonomie laissée aux collaborateurs dans leur organisation du travail. Et même pour détailler finalement ces 3 choses qui sont à avoir à l'esprit,
La première chose finalement qu'on parle d'entreprise libérée, c'est cette notion effectivement de l'autodirection, de l'autogestion presque finalement que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que le management ne disparaît pas, heureusement ou malheureusement. Le management est là pour donner finalement la vision, mais n'est pas là pour décider à votre place. Aujourd'hui, vous le savez tous, finalement, dans des entreprises comme la vôtre, très nombreuses, une hiérarchie est indispensable, un management est indispensable, mais vous le savez que parfois trop de hiérarchie ou trop de management freine finalement la créativité, freine la décision et freine la réactivité que l'on peut avoir. Aujourd'hui, vous le savez, quand on parle de digital, on parle d'aller vite, pas de se précipiter, mais d'aller vite. Et si à un moment, il y a trop de strates finalement qui valident et du coup que la décision, à chaque fois, il faut se référer au N+1 et le N+1 à son N+1 pour avoir finalement des validations, l'entreprise est un peu sclérosée et n'avance pas. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que notamment dans des structures plus agiles, les startups notamment, on est vraiment dans celui qui veut mettre un projet en place, finalement, est le leader du projet, pas dans le sens où il est uniquement le chef de projet, il est également celui qui doit décider, finalement, de la marche à suivre pour ce projet. Donc il est là pour décider à la fois des grandes décisions, finalement, à prendre, mais également de l'organisation à mettre en place. Aujourd'hui, finalement, de toujours avoir la même gestion de projet, le même encadrage, il y a des choses qui sont bien, parce qu'effectivement, il y a des impératifs. Quand on travaille avec une DSI, par exemple, il y a des impératifs à avoir, c'est plutôt bien à les avoir. Mais vous le verrez tout à l'heure, quand François viendra parler de design thinking, il y a des nouvelles finalement, méthodes aujourd'hui de réflexion qui existent finalement, pour gagner un petit peu en agilité, gagner en souplesse et travailler autrement. L'innovation, on ne peut pas être innovant quand on reste dans le cadre. On n'innove pas. On refait finalement, on optimise parfois un petit peu mieux ce que l'on fait, mais on n'est pas dans l'innovation. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on choisit d'inventer, d'être créatif, la notion finalement de savoir s'auto-organiser en petite équipe, en plus grosse équipe, ce sont des choses importantes finalement, avec des processus qui sont à se réinventer finalement presque à chaque fois en fonction du projet et en fonction du besoin du projet. Mais le processus n'est pas imposé au leader du projet, c'est le leader de projet qui choisit finalement le mode de fonctionnement qui est le plus pertinent pour lui. Et le contrôle, bien évidemment, est important. C'est-à-dire que le leader du projet doit également être celui qui doit dire à un moment, on prend la bonne direction, on ne prend plus la bonne direction. Donc il faut que l'on change. Dans le monde finalement des startups web, on appelle ça pivoter. Pivoter, ça va vraiment dire je change de direction. Aujourd'hui, finalement, quand on mène un projet, parfois il y a des projets qui peuvent être longs, de 18 mois, de 24 mois, mais entre le début du projet, où on dessine comme une maison, des très très jolis plans, et entre la fin du projet, on sait qu'il y a des validations, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées entre-temps. Et puis, 24 mois à l'échelle du digital, c'est long, c'est très long finalement. Donc si à un moment, on n'a pas la capacité de dire est-ce que l'on continue à aller dans le bon sens, est-ce qu'il ne faut pas que l'on change, est-ce que ça, qui était une priorité absolue lors du lancement, ça l'est peut-être moins, finalement, le troisième point, c'est ce que ça signifie. C'est d'être à chaque fois en capacité, toutes les semaines, tous les mois, de s'auto-contrôler, de dire est-ce que finalement, ce que je continue à faire, est-ce que ça marche, est-ce que ça fait sens, ou est-ce que je n'ai pas un autre moyen de le faire. Donc vous êtes 40% à avoir, entre guillemets, bien répondu à cette première question. Deuxième question que je vous propose. Google libère aujourd'hui 20% du temps de ses employés. À votre avis, pourquoi Google, selon vous, a adopté cette méthode ? Là encore, vous avez 4 propositions de réponses. Je vous laisse environ 30 secondes pour y répondre. Découvrons du coup les réponses que vous avez apportées à cette deuxième question. Alors, vous êtes 87% effectivement à avoir dit aujourd'hui, si Google finalement libère 20%, ce qui est dans une semaine de 5 jours, ce qui correspond à un jour finalement, vous êtes 87% à avoir dit, voilà, ce sont les salariés qui sont impliqués dans l'innovation comme porteurs de leur projet. Donc l'idée, c'est que l'innovation ne soit pas... Donc c'est la bonne réponse. Là encore, vous pouvez finalement vous auto-congratuler. Vous êtes 87% effectivement à avoir bien compris cette notion-là. Aujourd'hui, effectivement, c'est important de se dire, l'innovation, ce que j'expliquais tout à l'heure, si l'innovation est dans les mains d'une personne, d'une entité, l'innovation, finalement, ne se passe pas au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qui est fondamental quand on veut évoluer, ce n'est pas l'entreprise qui doit évoluer, c'est que chacun d'entre vous, finalement, dans votre métier, dans vos méthodes de travail, chacun on doit évoluer. Et donc, l'innovation, ce n'est pas uniquement d'inventer des applications, des sites, des services, des produits qui seraient nouveaux, ça en fait partie, bien évidemment, mais c'est innover sur des petites choses, parfois. Alors, je ne sais pas, mais je crois que ça a existé, fut un temps, chez Generali, des plateformes d'innovation participative, où vous, en tant que collaborateur, on vous demande finalement de proposer des idées,
des idées d'amélioration finalement de la vie en collectivité que vous avez finalement chez Generali. Ben, vous voyez que cette notion très démocratique en soi, de demander à chacun finalement ce qu'il veut, ce qu'il pense, comment on peut être meilleur, c'est important aujourd'hui. Et donc cette notion aujourd'hui, dans une entreprise qui est la deuxième puissance économique mondiale, on ne parle pas d'une start-up web en l'occurrence, on parle d'une boîte qui a plus de 60 000 collaborateurs dans le monde. Donc ce n'est pas une start-up où on se dit oui mais là c'est une petite boîte, c'est plus simple pour eux. C'est une grosse boîte. Mais à un moment effectivement la direction a pris la décision de dire voilà, aujourd'hui si on ne libère pas de temps à un moment aux réflexions, comment voulez-vous que les gens soient innovants? Comment voulez-vous que si vous avez déjà 100%, 110% de votre cerveau finalement qui est pris tous les jours par votre quotidien dans votre travail, comment à un moment voulez-vous être créatif? Si on n'a pas l'occasion de prendre du recul sur ce que l'on fait ou autre, on ne peut pas être créatif. Alors vous le faites très probablement, et les sessions comme aujourd'hui servent également à ça. Quand vous faites des séminaires, généralement à l'extérieur de Generali, ça sert à ça. On dit, tiens, c'est un temps justement pendant une demi-journée, pendant une journée, où on va réfléchir autrement. Ben ça, c'est important finalement de l'avoir lors des séminaires équipes, mais c'est important chez Google en l'occurrence de dire que chez chaque collaborateur, si à un moment je lui donne les moyens, en lui libérant du temps pour le faire, il pourra le faire. Pour détailler un petit peu plus ces éléments-là, si on repasse sur la présentation, aujourd'hui, effectivement, il faut savoir que voilà, c'est vraiment cette notion de développer la créativité. Des services que vous utilisez comme Gmail, aujourd'hui, ce n'est pas la direction, ce n'est pas Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs qui ont dit « Ah tiens, on va créer finalement une boîte mail, un webmail pour tous ». Ce sont des collaborateurs, mais qui n'étaient pas mandatés forcément pour à la base, qui ont dit « Ce ne serait pas inintéressant que nous, on se lance sur ce marché-là ». Alors ça existe depuis maintenant quasiment 10 ans. Gmail, très probablement qu'une majorité d'entre vous s'est même créé une adresse sur Gmail, mais c'est un collaborateur d'entreprise qui a émis cette idée-là, mais qui n'a pas uniquement émis l'idée, qui a porté le projet ensuite. Mais est-ce qu'il savait le faire tout seul? Non. Bien évidemment, il a dû s'appuyer, aller trouver finalement les personnes volontaires, intéressées, compétentes en interne pour mener à bien avec lui ce projet-là. Google Actualité, c'est pareil. Google AdSense, qui on va dire qu'est la régie publicitaire, mais qui permet à Google de gagner de l'argent aujourd'hui, ben c'est un collaborateur qui a proposé cette idée. Aujourd'hui, ce qui est au centre du business model de la deuxième puissance économique mondiale, c'est un salarié qui a proposé ça. Donc bien évidemment, ça doit marcher dans les deux sens. Il faut laisser les moyens aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer. Mais si la direction ensuite n'écoute pas ou ne prend pas en compte, ben ça peut générer plus de frustration, bien évidemment. C'est pour ça que chez Google, ils ont notamment fermé leur centre d'innovation, Google Labs, en disant ben à partir du moment où chaque collaborateur peut devenir un innovateur, à quoi bon finalement avoir un centre que l'on va dédier uniquement à l'innovation? Alors, ça c'est la partie très positive, on va dire, très optimiste de la chose. Bien évidemment que dans toute entreprise, aujourd'hui, il y a comme néanmoins des collaborateurs qui disent oui, mais 20% de temps libre, ce n'est pas vraiment du temps libre. Quand vous avez déjà effectivement une journée qui est surchargée, ce n'est pas 80% plus 20, c'est peut-être parfois 100% plus 20. Mais quand on est motivé, quand on est volontaire, un peu comme un entrepreneur, finalement. Un entrepreneur, il n'est pas là à se dire « j'ai fait mes 35 heures, c'est bon, je m'arrête ». Quand on croit à son projet, finalement, ben on porte ce projet. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est toute la difficulté que l'on peut avoir finalement en tant que manager derrière, de dire j'ai pris conscience que je dois libérer du temps à mes équipes et à mes collaborateurs pour leur laisser finalement plus de temps pour remettre en cause des processus, pour inventer, pour travailler mieux sur des sujets. Mais à un moment, il y a quand même des impératifs qui vous sont fixés, qui sont fixés au manager. Donc la combinaison, parfois, même chez Google, peut être compliquée à trouver. Troisième question que je vous propose. Combien de collaborateurs au sein de Generali France, je parle de vous maintenant, ont déjà adopté le télétravail dans le cadre de leur organisation professionnelle? Vous avez 4 propositions de réponse. Combien de collaborateurs à date chez vous? 649 demandes effectivement de télétravail ont été traitées ou sont en cours. Qui parmi vous a déjà fait la demande et qui a déjà pu travailler en télétravail? Donc effectivement, on a déjà près d'une vingtaine de collaborateurs ici. Voilà. Donc ça fait partie bien également de ces nouvelles méthodes de travail en soi. Le télétravail, malheureusement, encore pour beaucoup de gens, est perçu comme mais s'il reste chez lui, il ne travaillera pas. Aujourd'hui, vous le savez, finalement, les lignes entre vie professionnelle et vie personnelle se mélangent un petit peu. Quand vous êtes ici, dans votre cadre de travail, ben vous avez sur votre smartphone accès à votre Facebook, à vos mails perso ou autres.
et il n'y a personne qui vous interdit formellement, qui est derrière votre épaule, qui vous dit t'as pas le droit d'aller sur Facebook, t'as pas le droit de faire un tweet, t'as pas le droit finalement de regarder tes mails perso. Non, à un moment, ça fait partie de nos vies où on est trop connecté, mais on est multi-connecté. Mais dans un cadre finalement plus personnel, aujourd'hui, l'équilibre de la vie personnelle et professionnelle, elle est importante. Avoir des collaborateurs épanouis dans une entreprise, c'est primordial. Quelqu'un qui n'est pas épanoui dans une entreprise, comment voulez-vous qu'il puisse être bon finalement dans ce qu'il fait, bon à travailler en équipe, bon à intégrer des nouvelles personnes? Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, le télétravail, avec effectivement l'idée c'est que vous ayez les outils pour le faire, que vous puissiez accéder facilement à vos outils informatiques que vous utilisez tous les jours dans le cadre de votre travail, pour pas qu'il y ait une dégradation finalement de votre poste de travail quand vous choisissez de travailler chez vous. Mais on le sait tous, parfois nos vies sont un peu compliquées parce qu'on a une livraison de prévue, parce qu'il y a plein de conditions finalement qui peuvent nous inciter à se dire je préfère aujourd'hui ou cet après-midi travailler à domicile. Ben aujourd'hui, voilà, chez vous, chez Generali France, votre direction, bien évidemment, a compris que ça fait partie des nouvelles méthodes de travail et que le télétravail, bien évidemment, est à prendre en compte dans vos méthodes de travail. Donc vous êtes 65% à avoir donné la bonne réponse. Donc c'était 649, comme le chiffre l'indiquait. Quatrième question que je vous propose, un terme barbare. Qu'est-ce qu'un hackathon? Qu'est-ce qu'un hackathon? Vous avez 30 secondes, 4 propositions de réponse, encore une fois. Allez-y, répondez. Donc vous êtes 80% effectivement à avoir répondu que c'est développer un projet informatique dans un temps très limité. Alors est-ce que c'est un projet informatique? Donc c'est la bonne réponse. 80% d'entre vous a trouvé effectivement la bonne réponse. Effectivement, hackathon, c'est la combinaison des mots hack et marathon. Hack, on le comprend souvent comme pirate, comme quelque chose qui est illégal en soi. Non, le hacking, c'est pas ça. Le hacking, c'est juste de faire des choses autrement, différemment. S'auto-hacker, c'est ça. C'est se réinventer soi-même, réinventer ses processus. Alors certes, effectivement, aujourd'hui, ça a une connotation dans l'univers informatique un peu négative en soi, mais la vraie définition du hacking, c'est un terme qui n'est pas négatif ou positif, qui est neutre et qui est évidemment de dire, voilà, de se remettre en cause. Aujourd'hui, finalement, le hackathon, sur un format court de 24 heures, d'un week-end, d'une journée, on réunit des développeurs, des designers avec une problématique. Et on leur demande, dans un format très court, de 24 heures, de créer non pas le produit, le service fini, c'est nickel, c'est designé, ça peut être dévoilé au client, mais un projet alpha, donc, qui devra être amélioré après, mais qui permet finalement de se dire, voilà, en fonctionnant dans un circuit court, en ne prenant plus en compte les besoins de valider, de faire un cahier des charges ou autre, qui rajoute de la lourdeur dans le processus, là, c'est comment on travaille plus rapidement. Et comment des équipes pluridisciplinaires travaillent ensemble. Il y a beaucoup de hackathons qui sont faits par exemple en partenariat avec des écoles informatiques, parce que des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos processus chez Generali, mais qui sont bons dans ce qu'ils savent faire, notamment dans le développement informatique, mais de s'appuyer finalement sur ces étudiants aujourd'hui qui ont soif d'inventer, qui ont soif de se projeter finalement dans des vraies problématiques, de vrais clients et de vraies entreprises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions entre hackathons où j'intègre des collaborateurs ici de Generali France, développeurs et designers, avec des gens externes, pas des pirates informatiques, des étudiants, là en l'occurrence. Il y a pas mal de réflexions, notamment avec des écoles spécialisées en informatique autour de ça, et notamment des réflexions en cours chez vous. Pour développer l'émulation, l'esprit d'équipe, on ne travaille pas seul de son coin, c'est en équipe avec des développeurs, des designers, et on a un temps limité. Donc si on prend trop de temps à réfléchir à un moment, on n'agit pas et on ne pourra pas finalement dans le temps imparti proposer finalement une solution qui soit avancée en soi. Donc c'est vraiment cette notion de sprint. Bah, même si c'est un marathon, ok, marathon c'est pas vraiment un sprint, c'est 42 km, mais là en une journée, vous le savez par rapport à vos processus plus traditionnels, où un projet c'est 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, ben là en une journée, il faut réussir à inventer un produit, un service, une application qui n'existait pas avant, en s'affranchissant de toutes les contraintes que vous pouvez avoir finalement quotidiennement en soi. Donc vous êtes là encore une majorité de personnes à avoir bien trouvé la réponse. Dernière question que je vous propose, qu'est-ce que le design thinking? Donc, vous pouvez y répondre. Et pendant que vous répondez, je vais demander du coup à François Fécamp, qui est manager digital au sein de la transformation digitale et de l'expérience client multicanal, de venir nous rejoindre et qui va, moi je vais me reposer un petit peu, et qui va prendre le micro et qui va vous présenter du coup les résultats et comment ça se passe, le design thinking chez Generali. Ok, donc 72% de la salle
bien répondu. En effet, le design thinking, c'est une approche de l'innovation en mode itératif, centrée sur l'utilisateur final. Alors, on le voit d'ailleurs parmi vos réponses, hein, les autres réponses portaient parfois une petite part de vérité, mais ce n'était pas complet. Donc je pensais notamment penser au design avant les fonctionnalités pour développer un site. C'est un petit peu vrai, mais ce n'est pas que ça. Privilégier la réflexion d'un projet informatique plutôt que son développement. Alors là, non, pour le coup, puisque de toute façon, le développement est aussi une part importante de nos projets. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail. J'ai préparé quelques planches qui doivent nous permettre de bien répondre à qu'est-ce que le design thinking. Alors, en effet, c'est une approche de l'innovation centrée sur l'humain. On met l'humain, finalement, le consommateur ou nos distributeurs au centre des projets qu'on mène. Et c'est presque, là je vais vous le présenter de manière un peu concrète, presque sous forme d'une méthode, mais c'est presque plus qu'une méthode ou qu'une démarche, c'est presque une philosophie et une manière d'aborder le travail différente. Alors, je me suis permis du coup de remettre une citation quand même assez connue de notre ami Steve Jobs pour casser quand même une idée préconçue de ce que c'est que le design. On parle souvent de design en disant mais le design, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la couleur de la page web, c'est la police de caractère du courrier que j'envoie à mes clients. Non, non, non. Le design, c'est bien plus profond que ça. Et le design, ce n'est pas à quoi ça ressemble, mais c'est effectivement comment ça marche, comment ça fonctionne. Et en effet, vous le voyez là avec l'illustration, on peut designer un joli trottoir avec des beaux pavés bien lisses ou au contraire antidérapants. Au final, si on ne s'est pas mis à la place de l'utilisateur et du consommateur, si on n'a pas vécu l'expérience avant de la designer, mais finalement, on fait du mauvais design. Ces entreprises-là, ces 8 exemples, qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun, ces 8 entreprises? Elles sont leaders sur leur marché. Donc elles ont 2 choses en commun. D'une part, elles utilisent le design thinking et elles sont leaders sur leur marché. Alors, quelle est la relation de cause à effet? Est-ce que c'est parce qu'elles utilisent le design thinking qu'elles sont leaders sur le marché ou dans l'autre sens? Ça, je vous laisse y répondre. En tout cas, ces entreprises sont passées d'une logique produit à une logique de proposer des services à la 3e étape qui est de proposer une expérience, qui est l'étape ultime. On est rentré dans une société où finalement les consommateurs, quels qu'ils soient, n'attendent plus de notre part, nous surtout compagnie d'assurance qui ne proposons que des services. Non, les services ne sont plus différenciants, c'est par l'expérience qu'on va se différencier, la manière dont on propose les services à nos clients. Donc, pour rentrer un petit peu, les 3 principes directeurs finalement d'une démarche et d'une philosophie design thinking. Premièrement, se comporter en ethnographe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, au démarrage des projets, au démarrage des réflexions, avoir une compréhension pleine et entière de ce que vivent et de ce que souhaite vivre l'utilisateur du service. Et ce n'est pas uniquement par des études quantitatives et qualitatives, c'est vraiment en allant sur le terrain, en allant finalement se mettre effectivement à la place de l'utilisateur qu'on va vraiment comprendre ce qu'il vit, ce qui ne va pas dans le service qu'on lui propose aujourd'hui et ce qu'il aimerait bien avoir. J'ai en tête, en pensant à ça, une image des designers de chez Ikea qui, pour designer les objets à destination des enfants, on les voit se mettre, par exemple, sous la table pour vraiment se mettre à la place du futur utilisateur. Deuxième principe important, la co-création. En fait, les bonnes idées ne naissent que par émulation d'un groupe et en général avec des profils et des backgrounds assez différents. Du coup, c'est super important. On peut récupérer, donc, dans ce premier principe, se comporter en ethnographe, donc récupérer une matière très intéressante. Si on ne la soumet pas à un groupe de travail pluridisciplinaire qui ont des approches, des backgrounds différents, on ne va pas en sortir grand-chose. Donc c'est très important de mettre autour de la table, très concrètement sur nos projets, des informaticiens, des juristes, des marketeurs, des experts du digital, des commerciaux,
et pourquoi pas des clients d'ailleurs, pour finalement générer la co-création et les bonnes idées. Et puis troisième principe, l'itération. Donc finalement se dire je fais une première version, elle est bien, elle n'est pas bien, je la teste. Si elle n'est pas bien, je corrige. Si elle est bien, je continue dans ce sens-là, etc. Donc à la fois, on porte ce côté itératif, donc le droit à l'erreur, le droit aux imperfections pour pouvoir s'améliorer. Et d'autre part, le prototypage. Il faut faire des choses, il faut montrer des choses. Il ne faut pas passer trop de temps à décrire, expliquer. Voilà, il faut montrer. Donc il faut prototyper. Les 5 étapes du coup qu'on peut retenir, qui sont fortement finalement assez liées aux 3 principes qu'on vient de voir, quand on veut mener concrètement un projet en design thinking. Premièrement, se mettre en empathie, donc c'est ce que je lui disais, il faut récupérer de la matière utilisateur, donc soit nos clients, soit nos distributeurs, se mettre à la place, donc aller sur le terrain, interroger et comprendre les attentes et les irritants. Deuxièmement, définir la problématique, finalement se dire quel périmètre je me fixe et quelles questions et quelles problématiques je souhaite répondre. Après, on met les gens autour de la table et on les fait brainstormer. Alors, un point important par rapport à ça, c'est que justement, on utilisait ce terme de brainstorming qui, à l'époque, se disait, en gros, je mets les gens autour d'une table, je leur file 3 paquets de post-it, 2 marqueurs, 2 stabilos, et puis on y va. Ça demande évidemment de la méthode, de la formation, parce que l'idéation, ça se travaille, ça demande, c'est un vrai métier de faire générer des idées. Ensuite, étape 4, prototyper, je le disais, c'est très important, très vite, de montrer finalement concrètement à quoi le service pourrait ressembler. Et puis enfin le test, puisqu'on est parti de l'utilisateur dans la première étape. Et à la fin, évidemment, on va lui montrer à nouveau ce qu'on a fait pour voir, pour tester la pertinence du service qu'on aura développé. Très concrètement, sachez que ces méthodologies-là sont déjà utilisées chez Generali. Pour exemple, on l'utilise sur un projet qui s'appelle Mobile Hub, qui est la refonte de l'application mobile à destination de nos clients, avec une première version qui devrait sortir sur le premier semestre de l'année prochaine. Et je terminerai sur les freins ou les points importants à retenir. Concrètement, dans une entreprise, et je pense que Cédric, dans ce que tu as raconté au tout début, il y a un certain nombre de freins qu'il faut qu'on arrive à lever pour effectivement pouvoir se mettre tous en position de design thinking. C'est premièrement faciliter l'accès au client et à l'utilisateur final. On est une compagnie d'assurance très intermédiaire et du coup, aujourd'hui, on a du mal à aller facilement interroger nos clients, à aller les voir ou nos distributeurs. Donc, premier frein à lever, faciliter l'accès aux clients et aux distributeurs. Deuxième frein à levier, se dégager du temps en équipe pluridisciplinaire, parce que finalement, on ne peut plus faire les projets en silo, on le voit bien, on a besoin d'impliquer des équipes pluridisciplinaires dès le début, dès l'amont du projet. Et malheureusement, aujourd'hui, la manière dont nos budgets et nos ressources sont pilotés fait que c'est compliqué de dire à un juriste ou à un informaticien « Tiens, j'ai besoin de toi pour un atelier de 2 heures ». Voire j'ai besoin de toi pour 7 ateliers. Voilà. C'est compliqué vu la manière aujourd'hui dont nos projets et dont nos budgets sont pilotés. Donc ça, c'est le deuxième frein à lever. Et puis le troisième que je citerai, j'arrêterai là, c'est augmenter notre capacité de prototyper. Il faut faire des choses en se laissant la liberté, le droit à l'erreur, de faire des choses pour pouvoir les montrer, les tester. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on aura essayé. Merci François pour cette intervention. Je vous propose d'applaudir bien évidemment François. Et plein de nouveaux projets réfléchis selon cette méthode probablement à venir chez Generali. Je vous demande également du coup d'accueillir Isabelle Cambrelan, donc, qui est directrice expérience client et communication au sein du groupe La Poste. Donc pareil, La Poste, je ne vais pas forcément présenter tout l'historique de La Poste, je laisserai Isabelle nous faire un petit élément de contexte. Justement, aujourd'hui, on sait que La Poste, qui existe depuis Louis XI, je vous laisserai chercher de quand date Louis XI. C'est une vieille dame. Mais effectivement, c'est une vieille dame qui serait à vendre, qui lance pas mal de nouveaux projets en e-commerce, en livraison. On peut même maintenant, je crois, passer son test du code de la route. Donc pas mal de nouveaux projets. Aujourd'hui, justement, quelle est la place du numérique
quelle est la place du numérique finalement au sein du groupe La Poste par rapport à ces changements et ces changements qui touchent directement le business model finalement du groupe La Poste. Ça marche. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous. Ça va être compliqué parce que vous êtes tous en 360, mais je vais essayer de m'adresser à chacun. Peut-être un mot au préalable, tu as raison, sur un contexte important qui est de dire que finalement, avant d'engager la transformation digitale, La Poste, elle a fait sa transformation tout court et j'ai eu la chance d'y participer et je mesure aujourd'hui combien c'est important pour que cette grève digitale qui est en train de prenne. Elle a fait cette transformation tout court parce que finalement, en 15 ans, elle est passée d'une entreprise de service public sous monopole à une entreprise qui porte des missions de service public, ça va vous parler, votre facteur qui passe 6 jours sur 7 à votre domicile, l'accessibilité bancaire, notamment avec la banque postale, mais aussi elle opère sur des marchés fortement concurrentiels et on peut citer évidemment, vous avez constaté que La Poste est devenue opérateur de téléphonie mobile. Combien d'opérateurs de téléphonie mobile on a sur ce marché? Vous avez probablement constaté aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez commander sur Internet un colis et vous le faire livrer en point relais et c'est plus La Poste qui passe au domicile. Bref, elle se doit de se mettre face à ses clients. Cette transformation, elle a été, avant d'être digitale, organisationnelle. Elle a été aussi culture client parce qu'on a dû passer d'une logique de culture de l'usager à la logique de culture client. Elle s'est diversifiée, tu l'as dit, sur ses métiers. Et puis, elle a opéré sur un périmètre de développement un peu plus grand puisqu'aujourd'hui, on a 15% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et puis, elle a vu le numérique au début comme un grand méchant loup. Moi, je me souviens de cette maison où je travaillais déjà sur ces projets numériques il y a une 8aine d'années. Et quand on parlait numérique, on nous disait mais ça va casser le modèle social, mais ça va remettre complètement en cause. Tout simplement pourquoi, hein, je zappe un peu rapidement sur le sujet, c'est parce que le numérique pour nous vient attaquer notre cœur de métier. Aujourd'hui, la dématérialisation fait chuter les volumes du courrier. Et les volumes du courrier, c'est ce qui fait le business de La Poste historiquement. Hein. C'est ce qui, pas par les particuliers, mais par les entreprises. Et on voit bien, et vous en faites certainement partie, vous aussi d'ailleurs aujourd'hui, que vous dématérialisez votre relation avec vos clients. Donc un numérique vu comme grand méchant loup. Et depuis 5 ans, ceci dit, avec les efforts qui ont été faits, on est passé du risque à l'opportunité parce qu'on a pris conscience qu'il nous apportait des potentiels pour donner plus d'ampleur à nos actifs. Et quand on s'appelle La Poste, on bénéficie d'un capital confiance. Louis XI, tu l'as dit, dû aussi à notre proximité, donc un réseau fort, aujourd'hui 17 000 points de contact, et puis finalement d'une culture de service, parce que quand on fait du service public, on a face à soi un usager, il suffit juste de se mettre à la place maintenant du client, mais cette culture de service était là. Donc on a créé il y a 4 ans, la branche numérique. Alors justement, quel est le rôle? Parce que je crois qu'il y a un rôle transverse un peu à la branche du numérique, qui est notamment d'accompagner toutes les autres entités de La Poste, et notamment les nouvelles entités, le mobile, la banque, des choses qui sont concurrentielles et nouvelles, même si la banque existe déjà un certain temps chez La Poste. Justement, comment vous êtes organisé au sein de la branche du numérique pour accompagner de manière transverse finalement ces autres entités? Alors, une grande maison, 266 000 collaborateurs, une organisation qui finalement, par rapport à ce que je viens de vous dire, va vous paraître cohérente, c'est-à-dire qu'on s'est mis face à nos marchés. En 2006, on a créé la banque postale, mais on a aussi organisé le courrier et le colis à côté, etc. etc. Et la branche numérique, elle est venue de la vision d'un président qui avait compris que ça allait bouleverser le modèle économique et que c'était finalement très contributif à notre avenir. Et il a donné le coup d'envoi. Et on opère aujourd'hui en transversalité, mais aussi en business. Alors, je vais faire simple. La transversalité sur des sujets d'innovation pour être aux avant-postes, pour être sur du business développement. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on est incubateur industriel de start-up. Tu parlais de hackathon tout à l'heure. Il y a tout un tas d'autres méthodes qui nous amènent à travailler de façon en innovation ouverte avec ces start-up. C'est admettre aussi, pour une maison qui a toujours produit en interne ses offres, qui a toujours produit en interne ses services, qu'on ne sait pas tout seul et qu'on sait avec un environnement et qu'on est dans une logique apprenante. Donc, premier point, l'innovation. Deuxième point, c'est le sujet que j'ai le plaisir de piloter, c'est l'expérience client. C'est l'excellence de l'expérience client en ligne. Et on verra
verra tout à l'heure que, évidemment, ça ne veut rien dire parce que le client étant au centre de tout, c'est l'expérience client tout court, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui compte. C'est aussi aider nos directions transverses à se transformer en interne, parce que sans ces collaborateurs, une entreprise qui veut aller sur ces sujets du digital, c'est-à-dire remettre le client au centre, n'est rien. Et le dernier point, c'est qu'on a cette petite spécificité de faire aussi du business et de proposer des solutions B2B, et elles sont portées par la branche numérique. Vous avez évoqué effectivement que la Poste est ancienne, qu'elle est nombreuse. Aujourd'hui, j'imagine que ça doit créer plus de freins finalement à déployer justement ces nouvelles méthodes de travail ou ce nouveau mode de fonctionnement plus transverse dans quelque chose qui, dans une entreprise qui doit être historiquement assez silotée, j'imagine. Oui, ça c'est vrai. Enfin, on a un héritage du passé, d'une organisation qui finalement au départ historiquement l'était pas, mais pour se mettre face à nos marchés, elle est silotée depuis une huitaine d'années. Donc en fait, le numérique nous invite à travailler autrement avec des méthodes de design thinking, d'une manière générale, travailler autrement parce que avec beaucoup plus d'horizontalité que jusqu'à présent. Ce qui est pas si facile que ça, et on doit absolument changer nos méthodes de travail et nos mentalités, travailler dans des logiques de projet, ce qui amène des collaborateurs de direction différentes, des experts différents à travailler ensemble sur des logiques de projet. On n'a pas le temps non plus, hein, on ne va pas évoquer les problématiques de time to market, mais pour faire court, l'idée c'est que c'est pas que le digital n'attend pas, c'est que le client n'attend plus, parce que le digital a considérablement transformé sa façon de consommer et d'être en relation avec vous. Et donc, ça nécessite des circuits de production, des circuits de décision beaucoup plus courts. Et on est aussi dans des logiques où il faut apprendre à travailler en amélioration continue. C'est-à-dire que nous, on a renoncé, et quand je dis nous, à la branche numérique, mais c'est aussi un combat en termes d'argumentation et de conviction avec l'ensemble des collaborateurs du groupe La Poste, à dire on va faire un truc parfait. Voilà, on va faire un truc parfait, on va l'itérer, etc. Et puis on le mettra en marché quand ce sera bon. On rentre dans des logiques, et on est dans les logiques depuis 4 ans, d'apprentissage entre nous et aussi, surtout, avec le client final, de telle sorte à se mettre dans des logiques d'amélioration continue. Je vais vous donner un exemple pour vous parler beaucoup plus clairement. Il y a 4 ans, en créant la branche numérique, on fait le constat que la présence de la Poste sur Internet est totalement atomisée, pas du tout centrée client. Au contraire, En gros, il y avait de nombreux sites, nombreuses applications. Absolument, une centaine de sites, 30 applications. On avait un actif fort, puisqu'on avait déjà 11 millions de visiteurs qui venaient tous les mois sur nos sites, mais le client ne comprenait plus rien, et on avait siloté notre présence Internet comme notre organisation, finalement. Et on a réfléchi à tout ça assez vite, et puis on s'est dit, on a 2 choix. Soit on se dit, on refait tout, mais attendez les gars, on ferme, et on faisait déjà 114 millions d'euros sur Internet, ou on y va par étapes progressives, et on mène le changement en étant au plus près du client. Vous parliez de méthode de design thinking. Moi, aujourd'hui, on pilote le changement en étant au plus près des indicateurs de notre service client, en récupérant évidemment tous les verbatim qui nous reviennent sur les médias sociaux. C'est important. Enfin, donc, ces logiques d'itération, elles sont indispensables, et on voit bien aujourd'hui qu'elles sont au rendez-vous du succès des projets qu'on porte. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu la branche numérique, l'entité pour laquelle vous travaillez. Est-ce que vous, en tant que manager qui travaille depuis déjà un certain nombre, depuis quelques temps, J'étais gentil. il n'y a pas de... depuis quelques temps. Ultra galant. Depuis quelques temps chez le groupe La Poste, et vous avez effectivement évoqué que depuis 8 ans, depuis 6 ans, il y a eu pas mal d'évolutions en soi. Est-ce que dans votre métier à vous, et notamment la fonction de manager, est-ce qu'entre le début de votre carrière professionnelle et aujourd'hui, vous sentez que par rapport peut-être à des nouveaux métiers, des nouvelles générations également qui arrivent au sein du groupe La Poste, est-ce que vous-même, vous avez dû finalement faire évoluer votre manière d'accompagner finalement ces collaborateurs ? Ah oui, et pas forcément parce que on voit arriver sur le marché ce qu'on appelle, j'ai même du mal à le dire, les millennials, c'est-à-dire les jeunes qui ont, enfin moi j'en ai à la maison, ils sont, directement chez moi. Je parle pas seulement de cela, je parle de la façon de manager autrement, parce que et pas simplement à cause de ces jeunes publics, parce que le digital nous amène à être plus proche de nos collaborateurs, mais pas plus proche de son équipe, plus proche de chacun. Il y a une petite formule que j'aime bien qui a été théorisée et qui s'appelle la symétrie des attentions. On ne peut pas prétendre à être bon en termes de service, en termes d'expérience avec son client, si on n'est pas bon avec ses collaborateurs, si l'expérience collaborateur n'est pas là, pour tout un tas de raisons, qui est une question de motivation, d'intérêt dans le job, etc. Donc écoute,
Deuxième chose à laquelle je tiens beaucoup, qui est le partage du sens. C'est-à-dire que si on ne dit pas, qui fonctionne avec la première d'ailleurs, si on ne dit pas à ses collaborateurs précisément pourquoi on y va, comment on y va et quel rôle et quelle place il va jouer Pas dans ce seulement dispositif. expliquer le quoi, ce qu'on attend, mais pourquoi. Pourquoi ouais. Exactement. Cette dimension du sens et du jeu collectif me semble totalement essentielle. La troisième chose, je ne sais plus où j'en suis, qui est super importante dans le digital et qui culturellement pose un petit problème chez nous, comme beaucoup d'autres de très grandes entreprises, qui est qu'il faut que le manager soit dans une logique apprenante lui-même et reconnaître qu'il ne sait pas, parce que parfois il ne sait pas. Moi, j'ai plein de sujets sur lesquels je ne sais pas, mais en itération avec mon équipe, on apprend ensemble. Donc, et cette culture du partage, qui aussi vient tacler un point qui, dans ces organisations d'entreprise, ne sont pas si simples à gérer, qui est de dire je sais, donc j'existe, je sais et je garde l'information pour moi parce que finalement, ce cercle de savoir, c'est mon cercle de pouvoir. Ça parle à tout le monde, on l'a tous vécu, on l'a peut-être aussi tous un peu fait d'une façon ou d'une autre. Bref, c'est terminé, c'est juste plus possible. C'est cette façon de décloisonner, le digital a une façon de décloisonner l'entreprise qui décloisonne aussi les méthodes de management. Enfin, moi, je crois beaucoup, je vous parais peut-être un peu angélique, mais je crois beaucoup au digital pour faire évoluer ces pratiques de management.